La porte n'était pas complètement fermée. C'est comme ça que tout a commencé. Une fente. Pas plus large qu'un doigt. Mais c'était suffisant pour que le son s'échappe. J'étais dans la cuisine, en train de rincer ma tasse de café sous l'eau tiède qui coulait sur mes jointures. Il était tard. Le reste de la maison était silencieux, à l'exception du léger vrombissement de la chaudière qui se mettait en marche. Ils étaient dans sa chambre. Chloé et lui. Adrien. J'entendais leur voix. Un murmure sourd d'abord, puis sa question. Claire et nette. Ta mère vit encore avec toi? Une pause. Dans ce silence, j'ai senti l'air de la maison changer. J'ai senti ma fille chercher les mots justes. Ces mots prudents et choisis qu'elle avait commencé à utiliser depuis qu'il était entré dans sa vie. Puis sa voix. Presque un chuchotement. Empreinte d'une excuse que je n'avais pas encore méritée. Pour l'instant. Elle m'a énormément aidée. Mais, tu sais, elle est un peu simple. Elle ne correspond pas vraiment à la nouvelle vie que j'essaie de construire. Simple. Le mot ne m'a pas piqué. Il a brisé quelque chose en moi. Une fracture nette. Comme de la glace qui se fissure sous un poids soudain. J'ai fermé le robinet. Le silence se précipitant à nouveau. Plus lourd cette fois. J'ai regardé mes mains. La peau ridée. Les jointures légèrement enflées par une vie de travail. Des mains simples. Elles avaient frotté des sols, préparé des déjeuners et tenu son front quand elle avait de la fièvre. Elles avaient cousu l'ourlet de son premier tailleur d'entretien parce que nous n'avions pas les moyens d'en acheter un neuf. Elles avaient signé les documents du prêt qui avait mis ce toit même au-dessus de sa tête après que son divorce l'eût laissé sans rien. Simple. Je suppose qu'elle l'était. Elle savait donner, mais elle n'avait jamais appris à prendre. C'était il y a 3 semaines? Mais le mot résonne encore dans la petite pièce qu'ils appellent mon espace. Ce n'est pas vraiment une chambre. C'est plutôt un grand placard à côté de la buanderie. Juste assez grand pour un lit, une place. Une petite table de chevet et une commode que j'ai apportée de mon ancien appartement. Celui que j'ai mis en location pour que Chloé puisse avoir un revenu supplémentaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied. Ma chérie. Avais-je dit. Mais les choses temporaires ont la terrible habitude de devenir permanentes quand on aime quelqu'un de trop. Le bruit sourd et rythmé de la machine à laver est devenu la bande-son de ma vie. L'odeur légère et propre de l'eau de Javel et de l'adoucissant est l'air que je respire. C'est l'odeur d'être utile, mais pas présente. Je m'appelle Hélène. J'ai 67 ans. Et pour la première fois de ma vie, je commence à comprendre ce que signifie être vue par moi-même. Cette histoire commence par un mensonge, un morceau de papier plié et un trajet en voiture qui ressemblait à un dernier voyage. Mais la vérité, c'est qu'elle a commencé bien avant cela. Elle a commencé le jour où j'ai appris à m'excuser d'exister. Je sais que certaines personnes sont nées pour être invisibles. Elles apprennent très tôt à demander la permission même pour respirer. Peut-être que j'étais l'une d'entre elles. Pendant des décennies, mon but était unique, Chloé. Ma fille. Mon unique enfant. La raison pour laquelle je me levais avant l'aube pour prendre 2 bus jusqu'à un travail de nettoyage. La raison pour laquelle je vendais des boîtes en plastique le week-end. La raison pour laquelle je mangeais les restes pour qu'elle puisse avoir de nouveaux manuels scolaires. J'étais sa mère. Son père. Tout son système de soutien. Son propre père. Lui. Avait été un homme de grandes promesses et de départ rapide. Il avait juré qu'il reviendrait avec les courses et un paquet de cigarettes. J'étais enceinte de 2 mois. Il est revenu 2 ans plus tard pour dire qu'il vivait avec quelqu'un d'autre dans une autre région. Mais avec Chloé, j'ai toujours cru que ce serait différent. J'étais tout pour elle. Le port dans ses tempêtes émotionnelles.
Les applaudissements dans ces auditoriums vides. Quand elle a divorcé de David. Une affaire compliquée et interminable qui l'a laissé briser émotionnellement et financièrement. C'est moi qui suis arrivée. Pas avec des conseils, mais avec une casserole, un matelas et les économies de toute ma vie. J'ai emballé mon appartement tranquille et entièrement payé en banlieue. Celui pour lequel j'avais travaillé 30 ans. Et je l'ai mis en location. J'ai emménagé dans sa maison fraîchement hypothéquée dans un quartier branché de Paris. La maison que mon nom sur la demande de prêt avait sécurisée. C'est juste pour un petit moment. Maman. Avait-elle promis. Les yeux rouges de larmes. Juste le temps que je remette de l'ordre dans mes affaires. Au début. C'était bien. Nous formions à nouveau une équipe. Nous dînions ensemble. Regardions de vieux films à la télévision. Je lui préparais ma soupe de légumes les soirs froids et laissais de petits mots sur le miroir de sa salle de bain. Courage. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je t'aime. Ma puce. Elle n'y répondait jamais. Mais je les voyais rester affichés pendant des jours. Et je me disais que c'était sa façon de faire. Elle faisait le deuil de son mariage. Elle redeviendrait elle-même. Et elle est revenue. Mais pas à moi. Elle est revenue différente. Plus distante. Les nuits tardives au travail ont commencé. Le téléphone toujours orienté loin de moi. Les sourires secrets qu'elle avait en textant. C'est là que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Adrien. Un entrepreneur immobilier, avait-elle dit. Il n'a jamais été correctement présenté. Il venait. Mais on m'encourageait à ne pas être là. Maman. Adrien passe juste un moment. D'accord? Peut-être que tu pourrais juste te reposer dans ta chambre un moment? On parlera plus tard. Plus tard. C'était toujours plus tard. J'ai commencé à remarquer comment sa présence créait mon absence. Je n'étais pas jalouse qu'elle trouve quelqu'un de nouveau. Dieu sait que je voulais qu'elle soit heureuse. Mais chaque fois qu'il était là, on me faisait disparaître. Et elle laissait faire. Disparaître est devenu ma place désignée dans la maison. Je suis devenue un fantôme dans les couloirs d'une maison que je payais. Un soir, j'ai surpris cette conversation. Celle où j'étais, trop simple. C'était une pierre frappant une vitre. Cette nuit-là, je n'ai pas dîné. Je me suis assise sur mon lit étroit, fixant le plafond texturé. Et je me suis sentie comme un vieux meuble. Utile autrefois. Mais maintenant démodé. Un héritage familial que personne ne veut mais que l'on se sent trop coupable pour jeter. Après cela, les voyages ont commencé. Des escapades de week-end en Normandie. Des dégustations de vin. Des invitations qui n'incluaient jamais une place pour moi. Et puis il y a eu le grand voyage. Celui à Deauville. Je l'ai entendu au téléphone avec sa mère à lui. La voix vive et joyeuse. Ça va être merveilleux. Juste nous. La famille. Un moment vraiment intime. Sans distraction. Une distraction. C'est ce que j'étais devenue. La semaine suivante, elle est venue me voir avec l'idée. Le lieu spécial. Elle m'a approché avec cette voix douce et étudiée. Celle qu'elle utilisait pour un argumentaire de vente. Maman. Je veux t'emmener dans un endroit spécial lundi. Tu vas adorer. C'est calme. Confortable. Avec des gens de ton âge. C'est juste pour quelques jours. Je te jure. Ça te fera du bien. Tu as besoin d'une pause. La dernière fois que j'avais entendu ce genre de promesse, c'était quand mon mari avait juré qu'il reviendrait tout de suite. J'ai accepté. Parce que c'est ce que font les mères. Nous avons ce don ingrat de croire.
Même lorsque nous connaissons déjà la réponse. Mais au fond de moi, je savais. On ne m'emmenait pas pour me reposer. On m'emmenait pour m'effacer. Le lundi qu'elle a choisi était couvert. L'un de ces matins parisiens gris et lourds où les nuages semblent promettre un changement. Même si l'on ne sait pas lequel. Nous sommes montés dans sa voiture. Un SUV allemand neuf qui sentait encore le cuir et le parfum coûteux d'Adrien. Elle a mis une playlist joyeuse, fredonnant doucement comme si elle se rendait à une fête. J'étais assise sur le siège passager, serrant mon sac à main. Une petite valise à roulettes à mes pieds avec 2 changements de vêtements et une paire de chaussons. Tu vas aimer. Maman, dit-elle, les yeux fixés sur la route. La mère d'Adrien a dit que l'endroit est merveilleux. Et tu as besoin de temps pour toi. N'est-ce pas? La mère d'Adrien. Elle méritait le voyage à la mer. Moi. Je méritais une pause dans un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Alors que nous sortions de la ville, dépassant les autoroutes familières pour nous engager sur les routes sinueuses de la campagne normande, une angoisse froide s'est installée dans mon estomac. Je regardais par la fenêtre les champs qui défilaient et les rangées d'arbres. J'avais l'impression d'être exilé. Nous nous sommes arrêtés devant une longue allée avec un panneau qui disait « La douce quiétude ». Il était peint dans des couleurs douces et neutres. Il y avait des fleurs artificielles dans des pots près de l'entrée et un portail automatique qui s'ouvrait avec un grincement lent. Comme s'il savait que personne n'entrait jamais de son plein gré. Elle a garé la voiture et s'est tournée vers moi. Ce sourire forcé plaqué sur son visage. Ses yeux se dartaient vers son téléphone. Comme si chaque seconde où l'écran était éteint était un moment perdu. Elle m'a tendu la petite valise. Tes affaires sont là-dedans? Maman. Juste l'essentiel. Puis elle a sorti un morceau de papier plié de sa poche. 4 plis nets. Son écriture hâtive à l'intérieur. Je serai de retour dimanche. D'accord? Je vais à Deauville avec Adrien et sa mère. On a prévu ce voyage il y a longtemps. Deauville. La ville que je n'avais vue qu'à la télévision lors des reportages du festival du film. Elle y allait avec sa nouvelle belle-mère. Et moi? J'obtenais une chambre avec un lit en bois. Un oreiller bas et une vague odeur de lavande éventée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. Je suis juste sortie de la voiture et j'ai marché vers l'entrée. Un membre du personnel sympathique m'a accueilli à la réception. Il m'a appelé Madame Leroy et m'a offert un thé. Je l'ai accepté comme une condamnée accepte son dernier repas. Je me suis assise sur le bord du matelas rigide et j'ai regardé par la fenêtre. La vue était un mur de briques beige. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de le justifier. C'est juste pour quelques jours? Avait-elle dit. Mais quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la honte. Une sorte de honte qui n'était même pas la mienne. Mais que je sentais me recouvrir comme un manteau de plomb. J'étais devenu un inconvénient. Un problème à résoudre. Un secret à garder. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, écoutant le tic-tac d'une horloge dans le couloir et les ronflements doux de la femme dans la chambre voisine. Je me suis souvenu de l'époque où Chloé était petite et avait une forte fièvre. J'étais restée debout pendant 3 nuits d'affilée, priant au pied de son lit. Je me suis souvenu de son premier vrai travail, du blazer bleu marine que j'avais retouché à la main parce qu'elle ne pouvait pas s'en offrir un neuf. Je me suis souvenu quand elle a pleuré pour un chagrin d'amour, et que j'ai été la première à lui dire qu'elle méritait mieux. Et maintenant? Maintenant? C'est moi qui pleurais à l'intérieur? Sans personne pour me dire un mot. J'ai fixé le plafond sombre. Le mur beige juste à l'extérieur de ma fenêtre. Le silence n'était pas paisible. Il était assourdissant. C'était le son d'être totalement, complètement seul.
Et dans ce silence écrasant, un nouveau sentiment a commencé à naître. Ce n'était pas du désespoir. C'était une résolution froide et dure. Une petite braise, longtemps endormie, qui commençait à luire dans l'obscurité. Elle pensait que c'était la fin de mon histoire. Elle n'avait aucune idée que c'était le début. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une odeur de désinfectant et de flocons d'avoine tiède. Le soleil tentait de percer les nuages gris, projetant une lumière faible et aqueuse sur le mur beige à l'extérieur de ma fenêtre. Pendant un instant, j'ai senti une vague familière de résignation m'envahir. C'était ça. C'était ma nouvelle réalité. Une prison propre, silencieuse et polie. Mais ensuite, je me suis souvenu du sentiment de la nuit précédente. Cette petite braise dure de résolution. Elle était toujours là. Un minuscule point de chaleur dans l'étendue froide de ma poitrine. J'ai pris mon petit déjeuner lentement. Méthodiquement. Je n'ai pas senti le goût des flocons d'avoine. Je n'ai pas remarqué les autres résidents assis en silence à leur table, perdus dans leur propre monde. Je réfléchissais. Je planifiais. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à ce dont Chloé avait besoin, à ce qui lui faciliterait la vie, à ce qui maintiendrait la paix. Je pensais à ce dont j'avais besoin. Après le petit déjeuner, je suis retournée dans ma chambre. J'ai ouvert la petite valise qu'elle m'avait préparée. Juste l'essentiel, avait-elle dit. Quelques chemises de nuit. Une paire de chaussons usés. Ma brosse à dents et un flacon de mes médicaments quotidiens. Mais niché dans une poche latérale, j'ai trouvé la seule chose que j'avais insisté pour apporter moi-même, mon plus beau chemisier. C'était une simple chemise en soie. D'une douce couleur crème. Le seul vêtement que je possédais qui sentait encore ma vraie maison. Le coffre en cèdre de mon ancien appartement. Il sentait une vie d'avant que je ne devienne un accessoire de la vie de quelqu'un d'autre. Je l'ai enfilé. J'ai brossé mes cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent. J'ai même mis un peu du rouge à lèvres que je gardais dans mon sac pour les grandes occasions. Je me suis regardée dans le petit miroir trouble au-dessus de la commode. La femme qui me regardait était fatiguée. Il y avait des rides autour de ses yeux que je n'avais pas remarquées auparavant. Mais il y avait aussi autre chose dans son regard. Une étincelle. Je me suis dirigée vers la réception. Le même jeune homme que la veille était là. Souriant poliment. Bonjour. Madame Leroy. Je peux vous aider? Oui. Dis-je. La voix ferme. Je me demandais si je pouvais utiliser votre ordinateur quelques minutes. Je dois vérifier quelque chose en ligne. Il a été heureux de m'aider. Il m'a conduite à un petit bureau derrière la réception. Un espace encombré avec un ordinateur de bureau qui bourdonnait doucement dans un coin. Prenez tout le temps qu'il vous faut, dit-il avec un gentil sourire. Et il referma la porte derrière lui. Je me suis assise sur la chaise de bureau usée. Mes mains tremblaient alors que je déplaçais la souris et ouvrais le navigateur web. Je suis allée sur le site de ma banque. Un site que je connaissais par cœur. Pendant des années, c'est moi qui avais géré les finances. Chloé était brillante avec les slogans marketing et les présentations clients. Mais terrible avec les factures et les budgets. Tout était à mon nom. L'hypothèque de sa maison. Les factures. Les cartes de crédit sur lesquelles je l'avais ajoutée en tant qu'utilisatrice autorisée pour qu'elle puisse reconstruire son crédit après le divorce. J'avais porté le poids financier. Pensant que c'était mon devoir. Ma contribution. Je ne l'avais jamais vue comme un levier de pouvoir. Jusqu'à maintenant. J'ai tapé mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Mes doigts raides et lents. L'écran s'est chargé, affichant le tableau de bord familier. Mon compte courant. Mon épargne. Les soldes des cartes de crédit.
Tout était là. Ma vie entière, réduite à une série de chiffres sur un écran. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis, un par un, j'ai commencé à démanteler le monde que j'avais construit pour elle. D'abord, la carte de crédit principale. J'ai trouvé l'option « Déclarer la carte perdue ou volée ». J'ai cliqué. Une fenêtre pop-up a demandé confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir désactiver cette carte? J'ai cliqué sur « Oui ». Une petite coche verte est apparue. Carte désactivée. Ensuite, les cartes supplémentaires. Celle de Chloé. J'ai navigué vers les paramètres des utilisateurs autorisés. C'était tout aussi facile. Supprimer l'utilisateur. Clic. Confirmer. Clic. Une autre coche verte. Elle était partie. Puis, le compte courant joint que nous avions ouvert pour les dépenses du ménage. Celui que j'alimentais chaque mois avec ma pension et les revenus locatifs de mon appartement. J'ai trouvé l'option pour transférer le solde restant sur mon compte d'épargne personnelle. Le montant n'était pas énorme, mais il était à moi. J'ai transféré chaque centime. Clic. Confirmer. Le compte affichait maintenant un solde de 0. Enfin, j'ai changé mon mot de passe. Un mot de passe long et compliqué que j'avais noté sur un bout de papier dans mon portefeuille. Quelque chose qu'elle ne devinerait jamais. Ce n'était pas par vengeance. C'était par respect. Respect pour la femme qui avait gagné cet argent. Qui l'avait économisé. Qui l'avait donné trop librement. C'était un acte de réappropriation de moi-même. Quand j'ai eu fini, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Le tremblement de mes mains avait cessé. Je me suis déconnecté. J'ai fermé le navigateur et je me suis levé. Je suis retourné à la réception et j'ai tendu au jeune homme une petite note pliée que j'avais écrite dans ma chambre. Merci pour tout, disait-elle. Vous avez été très aimable. Mais ce n'est pas ma place. Cordialement. Hélène Leroy. Il a regardé la note. Puis moi. Une lueur de confusion dans les yeux. Tout va bien. Madame Leroy? Tout est parfait. Ai-je dit. Et je le pensais. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai fait ma petite valise et je suis sortie par la porte d'entrée. Passant devant les fleurs artificielles et les sourires polis. Je n'ai pas regardé en arrière. Le portail automatique s'est ouvert lentement à mon approche. Et je l'ai franchi. Sortant sur la route de campagne. Le ciel gris commençait à se déchirer. Et une parcelle de bleu était visible à l'horizon. J'ai sorti mon vieux téléphone à clapet et j'ai trouvé le numéro que je cherchais. Rose. Mon amie d'enfance. Elle vivait dans une petite maison à quelques rues de la gare routière de Paris. Nous ne parlions pas souvent. Mais notre amitié était une de ces choses anciennes et solides qui n'avaient pas besoin d'un entretien constant. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Hélène? C'est toi. Ça fait une éternité. Rose. Dis-je. La voix claire et forte. J'ai besoin d'un service. Juste pour ce soir. 1 heure plus tard. Un taxi local que j'avais appelé me déposait à un petit carrefour avec une station-service. Encore 1 heure plus tard. J'étais dans un autocar régional en direction de Paris. Je ne rentrais pas à la maison. Je ne faisais que passer. Dans mon sac à main. J'avais mon portefeuille. Mon téléphone et un nouveau sentiment de détermination. 3 heures plus tard. J'étais assise à la gare routière de Bercy. L'odeur des gaz d'échappement et du café rassis dans l'air. Rose m'avait accueilli avec une étreinte et une tasse de thé chaud. Sans poser de questions. Elle m'avait laissé me reposer 1 heure avant de me conduire à la gare. Maintenant,
Sous les lumières fluorescentes vacillantes. Je tenais un aller simple dans ma main. Destination, Deauville. Pas pour trouver Chloé. Mais pour me trouver moi. Parce que la dignité ne prend pas sa retraite. Et le cœur d'une mère sait aussi quand il est temps de s'en aller. J'étais déjà en route. Vêtue de mon plus beau chemisier. Un nouveau tube de rouge à lèvres. Et une âme lavée. S'il y a une chose que la vie m'avait apprise, c'est que le mépris ne crie pas toujours. Parfois, il se déguise en silence, en phrases inachevées, en une subtile demande de rester dans ta chambre aujourd'hui. Maman. Juste pour ne pas déranger. Alors que le car quittait la gare et s'engageait sur l'autoroute, j'ai regardé la silhouette de Paris rapetisser dans le rétroviseur. J'ai pensé à Chloé. Je l'ai imaginée sur la plage, riant avec Adrien et sa mère. Je l'ai imaginée tendant sa carte de crédit pour payer un dîner chic, pour être accueillie par l'humiliation silencieuse d'un message refusé. Serait-elle en colère? Confuse? Je ne savais pas. Et pour la première fois, je m'en fichais. Je me suis calée dans le siège en vinyle usé. Le car grondait vers le sud, m'emportant loin de la vie que j'avais connue et vers un avenir que je ne pouvais pas encore imaginer. Pendant 67 ans, j'avais été une mère, une épouse, une aide-soignante, une pourvoyeuse. J'avais été tout pour tout le monde. Maintenant, il était temps d'être quelque chose pour moi-même. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. J'ai regardé les couleurs se fondre dans l'horizon et j'ai ressenti une paix que je ne pensais pas possible. Je n'étais plus un inconvénient. J'étais une passagère d'un voyage que j'avais moi-même créé. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais hâte de savoir où j'allais. La jeune femme assise à côté de moi, une étudiante avec des écouteurs, a jeté un coup d'œil et a souri. Première fois que vous allez à la mer? A-t-elle demandé, enlevant un écouteur. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai souri en retour. Non. Ai-je dit. C'est la première fois que je vais à ma propre rencontre. Elle a semblé un peu perplexe. Puis a hoché la tête et a remis son écouteur. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre. Simple. M'avait appelé Chloé. Peut-être que je l'étais. Mais alors que le car filait sur la 13, laissant ma vieille vie de plus en plus loin derrière moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Simple ne veut pas dire faible. Et invisible? Plus jamais. Sortir du bus au terminal de Deauville? C'était comme sortir d'une coquille. L'air était épais et salin. Une couverture lourde et humide qui sentait l'océan et la friture. Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage. Et pour la première fois, je n'ai pas essayé de les dompter. Les voitures se déplaçaient lentement, paresseusement, comme si toute la ville avait appris à ne pas se presser. Deauville ne m'attendait pas. Et pourtant, elle m'accueillait avec une étrange bienveillance indifférente. J'ai acheté un café dans un petit kiosque à l'intérieur de la gare. Il était amer et trop chaud. Mais je tenais le gobelet en carton dans mes mains comme un trophée. J'ai trouvé une table en plastique vide à l'extérieur. J'ai posé ma petite valise à côté de moi. Et j'ai simplement regardé. Des familles aux enfants rougis par le soleil riaient en jonglant avec des jouets de plage et des glacières. Des adolescents en short de bain et bikini prenaient des selfies. Leurs visages rayonnants de jeunesse et d'insouciance. Des femmes plus âgées, élégantes, vêtues de lin blanc impeccable et portant des sacs de créateurs, se promenaient comme si elles possédaient le trottoir même sur lequel elles marchaient. Pendant un instant, une vague de doute m'a submergée. Qu'est-ce que je faisais ici? Seule. À 67 ans?
avec un compte en banque que je venais de torpiller pour ma propre fille et une douleur dans la poitrine qui battait encore d'un rythme sourd et persistant. J'ai pensé à faire demi-tour, à prendre le prochain bus pour Paris, pour retourner à la douleur familière, à mon coin désigné du monde. Puis, un petit garçon, pas plus de 4 ans, est passé en courant devant ma table, poursuivant un ballon de plage fugueur. Il a trébuché, a atterri doucement sur l'herbe à côté du trottoir, et m'a regardé. Il a souri. Un sourire spontané, aux dents de lait, libre de tout jugement ou attente. Et j'ai souri en retour. C'était peut-être ça. C'est peut-être tout ce dont j'avais besoin. Être vu sans être mesuré. J'ai hélé un taxi simple. Une de ces vieilles berlines qui sentaient vaguement le désodorisant au pain et des années de service. Le front de mer. S'il vous plaît. Ai-je dit au chauffeur. N'importe où. Ça ira. Je n'avais pas de réservation d'hôtel. Pas de plan. Juste un désir profond et douloureux de voir la mer. Et quand elle est enfin apparue, s'élevant au bout d'une longue rue, oh! C'était magnifique. L'eau était une vaste étendue d'argent scintillant, reflétant le ciel de l'après-midi comme un miroir liquide. Le soleil, bas et doré, semblait avoir été peint là juste pour moi. Ici. C'est bien. Ai-je dit. La voix à peine un murmure. Il s'est arrêté devant une rangée de petits hôtels. Leurs enseignes colorées promettant, vue sur mer, et Wi-Fi gratuit. J'ai choisi celui qui avait l'air le plus modeste. Un bâtiment de 2 étages peint d'une teinte joyeuse. Bien que légèrement passé. De verre d'eau. Hôtel Le Héron Bleu. La réceptionniste était une jeune femme au visage aimable et un badge qui disait « Manon ». Quand elle m'a vue, avec ma seule valise et mes yeux fatigués, elle m'a proposé une chambre au 2e étage avec un petit balcon et un petit déjeuner gratuit. Vous restez longtemps, madame ? A-t-elle demandé en me tendant la carte clé. J'ai regardé la carte en plastique dans ma main. La clé d'une chambre dont j'ignorais l'existence 1 heure auparavant. Je ne sais pas. Ai-je dit honnêtement. Peut-être juste assez longtemps pour me souvenir de qui je suis. La chambre était simple, propre et calme. Elle avait un lit moelleux, un fauteuil à bascule en osier sur le balcon et une bouteille d'eau sur la table de chevet. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai senti le carrelage frais contre la plante de mes pieds. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie comme une intruse. J'ai allumé la télévision mais l'ai éteinte presque immédiatement. Le bruit me dérangeait. J'étais habituée au silence. Mais maintenant, c'était un silence de mon propre choix. Pas un silence imposé. J'ai sorti le petit miroir de mon sac et j'ai regardé mon visage. Pas avec critique. Comme je le faisais toujours à la maison. En essayant de cacher les cheveux gris ou les rides profondes autour de mes yeux. Je me suis regardée avec bienveillance. J'ai vu une femme qui était encore debout. Entière et droite. Même après tout. Et j'ai pensé. Elle est belle. Pas de la manière dont les magazines vous disent d'être belle. Mais belle parce qu'elle était enfin là. Le lendemain matin, j'ai mis une robe légère et simple. L'une des rares que j'avais apportées. Et je suis descendue sur la plage. Mes pieds nus se sont enfoncés dans le sable doux. Et les vagues se sont précipitées pour embrasser mes chevilles. Comme pour dire, tu es à ta place. Je me suis arrêtée à une petite cabane en bois vendant des gaufres. L'homme derrière le comptoir, avec une barbe blanche et un large sourire amical, a engagé la conversation. Toute seule par ici. Ma petite dame ? A-t-il demandé. Ses yeux se plissant au coin. Je suis avec moi-même. Ai-je répondu.
Il a éclaté d'un rire chaleureux. La meilleure compagnie qui soit. Et pour la première fois, j'étais d'accord sans mentir. Plus tard, je me suis assise sur un banc face à l'océan, observant les groupes de gens. Famille, amis, amants. Et à ce moment-là, en les regardant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le problème n'était pas la ville, ni la plage, ni les autres personnes. Le problème était la façon dont je m'étais laissé traiter pendant si longtemps. Me faisant toujours plus petite. Attendant toujours que quelqu'un d'autre me dise « tu suffis ». Je suffisais. J'avais toujours suffi. En fin d'après-midi, mon vieux téléphone a clapé à vibrer. Un message de Chloé. Maman. J'ai essayé d'appeler. Où es-tu? La banque a tout bloqué. Je ne peux pas utiliser mes cartes. Réponds-moi s'il te plaît. Je suis désespérée. J'ai lu le message. Puis je l'ai relu. Désespérée. Elle était désespérée parce que son accès à mon argent avait disparu. Pas parce que sa mère avait disparu d'un établissement où elle l'avait abandonné. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la notification et remis le téléphone dans mon sac. Elle voulait savoir où j'étais. Qu'elle le demande avec sincérité. Pas par commodité. Ce soir-là, j'ai dîné seule dans un petit restaurant familial avec des nappes à carreaux rouges et blancs et de la musique instrumentale douce en fond sonore. Le serveur, un jeune homme au comportement doux, m'a traité avec un respect calme et sans hâte. Comme si j'étais sa cliente la plus importante. J'ai commandé un plat que je n'avais jamais eu le courage d'essayer auparavant, une sole meunière. Cela semblait extravagant. Un luxe que je ne méritais pas. Mais lorsque le plat crémeux et savoureux a été placé devant moi, j'ai su que si. J'en ai pris une photo. Pas pour la poster en ligne, mais pour m'en souvenir. Pour me souvenir que moi aussi, je méritais de belles choses. Je suis rentrée à l'hôtel les cheveux lâchés. La brise marine fraîche sur ma peau. Mon cœur était plus léger. Moins oppressé. De mon balcon. Avant d'aller me coucher, j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. J'ai pensé à toute la vie que j'avais vécue cachée derrière le mot « maman ». Comme s'il était interdit d'être autre chose. Comme si ma valeur n'existait que tant que je servais quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'était juste moi. Et même si ça faisait mal, c'était libérateur. Cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Seule. En paix. Sans la peur d'être une gêne. Je me suis réveillée au son du téléphone vibrant avec insistance sur la table de chevet. 3 appels manqués. 4 nouveaux messages. Tous de Chloé. Le soleil n'était pas encore complètement levé. Une lumière douce et tamisée se glissait dans la chambre. Comme si elle demandait la permission. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé l'écran. Maman. Réponds s'il te plaît. Tu as disparu. Je suis désespérée. Ils ont bloqué ma carte au restaurant. J'ai eu tellement honte. Où es-tu? Appelle-moi maintenant. Désespérée. Embarrassée. Drôle. N'est-ce pas? Celle qui m'avait fait disparaître comme une tache sur une nappe. Celle qui m'avait enfermée dans un lieu de silence pendant qu'elle souriait à sa nouvelle compagnie. Celle qui m'avait dit, sans détour, que j'étais trop simple pour sa nouvelle vie. Maintenant, elle se sentait embarrassée. Je me suis levée calmement. J'ai pris ma brosse à cheveux et je suis allée devant le miroir de la salle de bain. Je me suis regardée à nouveau. Cette fois sans peur de voir les marques du temps. Chaque ride sur mon visage portait un nom. Une lassitude.
Une nuit blanche passée pour quelqu'un qui n'était pas moi. Je savais lire les plis de ma propre histoire. Et dans ce miroir, pour la première fois, il ne me faisait pas mal. Je suis retournée dans la chambre. Je me suis assise dans le fauteuil en osier sur le balcon. Et je suis restée assise un moment. L'océan chuchotait toujours en bas. Et à ce moment-là, les souvenirs ont commencé à affluer. Les uns après les autres. Comme des vagues se brisant sur le rivage de mon esprit. Je me suis souvenue d'elle. La petite Chloé. Les cheveux collés à son front par la sueur d'avoir trop couru. Je me suis souvenue d'elle tombant de son vélo et criant mon nom avant même de toucher le sol. Je me suis souvenue de la forte fièvre quand elle a dormi enveloppée dans mes bras toute la nuit. Je me suis souvenue de chaque fête d'anniversaire que j'ai organisée pour elle seule. En collant des ballons avec du ruban adhésif et en allumant un gâteau avec des bougies de travers. Je me suis souvenue des projets scolaires qu'elle présentait en disant fièrement « C'est ma maman qui m'a aidée ». Oui. J'ai aidé. Je l'ai aidée à devenir tout ce qu'elle est aujourd'hui. Chaque partie d'elle était construite sur les briques que j'avais portées. Mais je me suis aussi souvenue des silences. Le jour où elle est entrée à l'université et m'a dit d'un ton plat « Maman, tu n'as pas besoin de venir avec moi. J'y vais avec le père de Marina. » Le jour où elle a rénové la maison et a dit qu'elle n'allait pas dépenser d'argent pour ma petite chambre pour le moment. Ou cet anniversaire à moi où elle est arrivée en retard. Sans cadeau. Sans étreinte. Juste un rapide « Oh. Désolé. La journée a été folle. Et je l'ai acceptée. Parce que les mères acceptent les choses. Mais accepter n'est pas la même chose qu'oublier. C'est juste le ranger. Parfois pour beaucoup trop longtemps. J'ai de nouveau regardé le téléphone. J'ai pensé à répondre. Mais un autre message est apparu. Est-ce que tu me punis? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fermé les yeux et j'ai ravalé mes larmes. Parce que c'était le pire. Quand ils vous font douter de votre propre douleur. Quand ils vous renvoient la faute comme une couverture lourde. Trop lourde pour être remise en question. Je me suis levée. J'ai pris une longue douche. J'ai mis une robe de couleur claire et je suis allée me promener le long du rivage. J'avais besoin de respirer. En marchant, j'ai remarqué une femme âgée assise sur un banc. Les yeux fermés. Un sourire calme sur son visage. Elle devait l'avoir dans les 80 ans. Elle portait une écharpe colorée et des sandales en cuir. Je me suis approchée d'elle lentement. Et elle a ouvert les yeux. Bonjour. Dit-elle. Bonjour. Ai-je répondu avec un sourire. Vous êtes d'ici? Non. Juste de passage. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit quelque chose qui m'a transpercé. Parfois. Il faut quitter l'endroit où tout le monde vous voit comme un meuble. C'est le seul moyen de se souvenir qu'on a encore une voix. Une boule s'est formée dans ma gorge. C'était comme si elle savait tout sans rien savoir du tout. Nous avons parlé quelques minutes. Cette femme sur le banc et moi. Elle s'appelait Odette. Elle était veuve. Vivait seule depuis des années. Et disait que la meilleure compagnie dans la vie était son propre silence. Nous nous sommes quittés avec une poignée de main. Une de ces prises fermes et complices qui disent « Je vous vois ». Je suis rentrée à l'hôtel en ressentant une nouvelle sorte de force. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté vive et indéniable qui a dissipé des décennies de brouillard. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai relu tous les messages de ma fille. Certains suppliaient. D'autres exigeaient. L'un d'eux disait « Comment as-tu eu le courage de me faire ça? Oh. Ma chère fille. Ai-je pensé? J'ai eu du courage quand j'ai dormi sur le canapé de la salle de pause de l'usine pour que tu ne manques pas de lait.
J'ai eu du courage quand je suis allée seule au tribunal pour déclarer ta naissance parce que personne d'autre ne voulait m'accompagner. J'ai eu du courage quand j'ai accepté de vivre dans une arrière-chambre pendant que tu reconstruisais ta vie. Tout en me disant avec tes yeux que je devais disparaître quand tes invités arrivaient. Ce que j'ai fait maintenant. Ce n'était pas du courage. C'était de la survie. Je ne disparaissais pas par méchanceté. J'existais enfin. Après tout ce temps. J'ai trouvé un petit bloc-notes et un stylo dans le tiroir de la table de chevet. Le genre que les hôtels laissent pour les clients. Je l'ai ouvert à la première page et j'ai écrit « Liste des choses que je veux encore faire ». Premier point, m'asseoir sur une plage jusqu'au coucher du soleil sans regarder l'heure. Deuxième point, manger quelque chose que je n'ai jamais osé essayer. Troisième point, arrêter de m'excuser d'être qui je suis. J'ai fermé le bloc-notes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, je l'ai éteint. Je ne l'ai pas seulement mis en silencieux. J'ai maintenu le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Parce que maintenant, celle qui avait besoin d'une réponse, ce n'était pas moi. Cette clarté que je ressentais, ce nouveau tranchant, c'est ce dont j'avais besoin pour la suite. Après quelques jours à respirer l'air marin, à sentir le soleil sur ma peau, j'ai commencé à sentir un calme dangereux s'installer. J'ai commencé à me demander si j'avais surréagi. Peut-être que Chloé était juste stressée. Peut-être qu'elle ne le pensait pas. La vieille habitude de lui trouver des excuses, de lisser les aspérités de son comportement, revenait insidieusement. Je devais me rappeler pourquoi j'étais ici. Avec une profonde inspiration, j'ai rallumé le téléphone. Je me suis dit que je vérifiais juste la météo. Mais je savais que je mentais. Je cherchais un signe. Une raison de tenir bon ou de battre en retraite. Le téléphone a vibré à la vie. Et une série de notifications a inondé l'écran. J'ai ignoré les messages de Chloé. Mais alors, le téléphone a commencé à sonner. Un numéro inconnu avec un indicatif local. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai hésité. Mon pouce planant sur le bouton « Ignorer ». Mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô ?» ai-je dit. La voix mince. « Bonjour. Je parle bien à Hélène Leroy ?» a demandé une voix professionnelle et joyeuse. « Oui. C'est elle-même. » « Merveilleux. Ici Carole de la Douce Quiétude. Je vous appelle simplement pour faire le suivi du dossier que votre fille, Chloé, a soumis la semaine dernière. Nous avons reçu les formulaires de résidence à long terme, et nous attendons juste les documents de procuration qu'elle a mentionnés qu'elle vous ferait signer. Nous aimerions programmer votre évaluation de santé initiale. Le monde a basculé sur son axe. La voix joyeuse à l'autre bout du fil s'est estompée en un rugissement sourd. Résidence à long terme. Procuration. Les mots résonnaient dans la petite chambre silencieuse. Ce n'était pas une pause de quelques jours. C'était un plan. Un plan calculé. De sang-froid. Pour me mettre à l'écart. Pour prendre mon nom. Mes décisions. Ma vie même. Et les lui céder. Ce n'était pas seulement un acte de négligence. C'était un coup d'État. Elle avait essayé de m'effacer légalement. La honte que j'avais ressentie le premier jour n'était rien comparé à cela. C'était une violation. La braise silencieuse de résolution en moi a éclaté en une flamme froide et blanche. Le dernier lambeau de doute, la dernière trace d'excuse maternelle, a été incinéré. Madame Leroy ? Vous êtes toujours là ? A demandé Carole. Sa gaieté inébranlable. J'ai retrouvé ma voix. Elle est sortie basse et ferme. Un ton que je n'avais pas utilisé depuis des années.
Il y a eu une erreur? Ai-je dit. Une grave erreur. Je n'aurai pas besoin de vos services. Ni maintenant. Ni jamais. Veuillez retirer mon nom de vos dossiers. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis assise sur le bord du lit. Le téléphone serré dans ma main. Mes jointures blanches. L'air dans la pièce était épais. Lourd. Je ne me battais plus seulement pour ma dignité. Je me battais pour ma liberté. Mon esprit, qui avait été embrumé par la douleur et la confusion, était maintenant d'une clarté cristalline. Je savais exactement ce que je devais faire. Je n'ai pas perdu un instant. J'ai trouvé le numéro d'une agence immobilière à Paris. L'une des grandes avec des panneaux publicitaires dans toute la ville. Je les ai appelés. Je m'appelle Hélène Leroy. Ai-je dit à l'agent qui a répondu. Je suis propriétaire d'un bien dans le quartier du Marais. Je dois le vendre. D'urgence. Et je veux que cela se fasse avec une discrétion absolue. Il y a eu une pause à l'autre bout. D'urgence et discrètement? Bien sûr. Madame Leroy. Nous pouvons certainement vous aider. Puis-je vous demander pourquoi cette précipitation? Parce que... Ai-je dit. Ma voix aussi froide et dure que l'acier? Je viens de découvrir que ma maison n'est plus la mienne. Et j'ai l'intention de la reprendre. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'appels téléphoniques et de mails. J'ai scanné et envoyé des documents depuis le petit centre d'affaires de l'hôtel. Manon m'aidant sans poser une seule question. J'ai signé des papiers numériquement. La main ferme. Je n'étais plus une victime. J'étais une femme qui agissait. Je démantelais la vie qu'elle avait essayé de me voler. Brique par brique. La finalité de tout cela était terrifiante et exaltante. La maison à Paris était plus qu'un simple bien immobilier. C'était le dernier morceau tangible de la vie que j'avais construite. Elle était remplie de souvenirs. Bons et mauvais. C'était l'endroit où Chloé avait fait ses premiers pas. L'endroit où je l'avais réconfortée après son premier chagrin d'amour. Mais c'était aussi devenu ma prison. Un endroit où l'on attendait de moi que je sois petite. Silencieuse et à l'écart. Une maison où l'on doit marcher sur la pointe des pieds dans sa propre vie n'est pas un foyer. C'est un entrepôt. Et j'en avais fini d'être entreposée. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai ressenti ni tristesse ni perte. J'ai ressenti un sentiment de puissance profond. Presque effrayant. Le pouvoir d'une personne qui n'a plus rien à perdre. Je suis descendue sur la plage. La lune pleine et brillante suspendue au-dessus de l'eau sombre. Les vagues se brisaient contre le rivage avec une force rythmique et implacable. Je me suis tenue au bord de l'eau, laissant l'écume froide baigner mes pieds. J'ai pensé à la découverte éventuelle de Chloé. L'appel de l'agent immobilier. Le panneau, à vendre, qui serait bientôt planté dans le jardin de la maison qu'elle pensait sienne. La panique. L'indignation. Elle verrait cela comme une déclaration de guerre. Mais elle avait tort. Ce n'était pas une attaque. C'était une libération. Ma libération. Un nouveau message a vibré sur le téléphone que j'avais oublié d'éteindre. C'était Chloé. Maman. Je commence vraiment à m'inquiéter. Ce n'est plus drôle. S'il te plaît. Dis-moi juste que tu vas bien. J'ai lu les mots et je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni pitié. Juste une distance vaste et vide. Elle était inquiète. Mais elle n'était pas inquiète quand elle m'a conduite à la douce quiétude. Elle n'était pas inquiète quand elle a rempli les formulaires pour me faire interner. Elle était inquiète maintenant parce qu'elle perdait le contrôle. J'ai regardé l'océan sombre et infini. La marée montait, effaçant les empreintes que j'avais laissées dans le sable. Une ardoise vierge. C'est ce qu'on m'avait donné. Et j'allais l'utiliser.
J'ai finalement éteint le téléphone. Pour de bon cette fois. Laisse-la s'inquiéter. Laisse-la se demander. Laisse-la ressentir. Pour la première fois. Le silence assourdissant d'une absence qu'elle avait elle-même créée. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence. Mon téléphone est resté éteint. Rangé dans le tiroir de la table de chevet comme une relique d'une vie passée. Le calme était un baume. Chaque jour. Je me réveillais non pas au son strident d'un réveil ou au bruit passif-agressif de la machine à laver, mais au doux bruit de l'océan et à la lumière tamisée qui filtrait par la porte de mon balcon. Mon monde, qui pendant si longtemps avait tourné autour de l'emploi du temps et des besoins de Chloé, tournait maintenant autour du lever et du coucher du soleil. Je me suis créé une nouvelle routine. Simple et silencieuse. Je me levais. Je me préparais une tasse de café instantané dans ma chambre et je m'asseyais sur le balcon, observant les joggeurs et les promeneurs de chiens matinaux. Ensuite, je marchais. Je marchais des kilomètres le long de la plage, sentant le sable entre mes orteils, ramassant des coquillages, l'esprit délicieusement vide. J'ai trouvé une petite bibliothèque de quartier à quelques rues de l'hôtel, un endroit confortable et accueillant avec l'odeur réconfortante du vieux papier. J'y passais mes après-midi, lisant des romans, me perdant dans les histoires des autres pour oublier la mienne. Je devenais une nouvelle personne? Ou peut-être, je devenais la personne que j'étais toujours censée être avant que la vie ne s'en mêle. J'ai commencé à parler aux gens. Pas seulement à Odette, que j'ai revue quelques fois lors de ses promenades matinales, mais à d'autres. Je discutais avec Manon à la réception, apprenant ses rêves d'aller à l'université. J'ai appris le nom de l'homme au stand de gaufres, il s'appelait Gérard et nous parlions du temps et des marées. C'étaient des interactions petites et simples, mais elles étaient plus significatives que n'importe quelle conversation que j'avais eue avec ma propre fille depuis des années. Il me voyait. Juste Hélène. Pas la mère de Chloé. Pas une vieille femme à gérer. Juste Hélène. Un après-midi. L'agent immobilier de Paris m'a appelé sur le téléphone fixe de l'hôtel. Comme je l'avais demandé. Madame Leroy, dit-il. La voix professionnelle et efficace. Nous avons une offre. Une très belle offre. Paiement comptant. Vente rapide. Ils adorent le quartier et veulent emménager dès que possible. J'ai fermé les yeux, ma main agrippant le combiné. C'était le moment. La coupure finale. Acceptez-la, dis-je. La voix ne vacillant pas. Acceptez l'offre. Excellent. Je vous envoie les documents par email. Vous pourrez les signer numériquement. Une fois que ce sera fait, nous pourrons fixer la date de la signature. Merci, dis-je. Et je raccrochai. Je suis resté près de la fenêtre, regardant la piscine turquoise où une famille riait et s'éclaboussait. Une maison dans laquelle j'avais vécu pendant des années. Une maison dans laquelle j'avais mis mon cœur et mon âme. Allait être vendue en quelques clics de souris. J'aurais dû être triste. Mais je ne l'étais pas. Je me sentais légère. Je me sentais libre. Ce soir-là, j'ai célébré. Je suis retournée au petit restaurant italien avec les nappes à carreaux. J'ai commandé un verre de vin rouge, chose que je n'avais pas faite depuis des décennies. J'ai savouré chaque gorgée. Le serveur, le même jeune homme que la dernière fois, m'a souri. Vous fêtez quelque chose de spécial ce soir? Oui, dis-je en levant mon verre dans un toast silencieux à moi-même. Un nouveau départ. 2 jours plus tard, les retombées ont commencé. Le téléphone de ma chambre a sonné. C'était Manon de la réception. Hélène, dit-elle.
La voix hésitante. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Une jeune femme. Elle dit qu'elle s'appelle Chloé. Elle dit que c'est votre fille. Mon sang se glaça. Je savais que ce moment viendrait. Mais je n'étais pas préparée au choc. Elle m'avait trouvé. Elle a l'air très contrariée, ajouta Manon à voix basse. J'en suis sûre, dis-je dans un murmure. Je pris une profonde inspiration. Le calme que j'avais cultivé au cours de la semaine passée s'installant sur moi comme un bouclier. Dites-lui. Dites-lui que je descends dans le hall dans 5 minutes. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait n'était plus la créature effrayée et invisible qui était arrivée ici. Ses yeux étaient clairs. Sa posture était droite. J'ai lissé ma robe. Pris une dernière profonde inspiration et suis sortie de la chambre. Elle se tenait au milieu du petit hall ensoleillé, semblant complètement déplacée. Elle portait une robe d'affaires impeccable et coûteuse, les cheveux tirés en un chignon sévère. Son visage était pâle. Ses yeux rouges et gonflés. Elle tordait la lanière de son sac à main de créateur entre ses mains. Un geste nerveux que je n'avais pas vu depuis son adolescence. Quand elle m'a vu descendre les escaliers, elle a fait un pas en avant, la bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne savait pas quoi dire. Je n'ai pas attendu qu'elle parle. Je suis passé devant elle. Vers la porte d'entrée. Marchons. Ai-je dit. Sans regarder en arrière. Elle m'a suivi sous le soleil éclatant de l'après-midi. Nous avons marché en silence vers la plage. Le bruit de nos pas sur le trottoir étant le seul son entre nous. L'air était chargé de mots non dits. D'années de ressentiment et de regrets. Nous nous sommes arrêtés dans un endroit calme sur les planches. Face à l'océan. Les vagues se brisaient rythmiquement contre le rivage. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a rompu le silence. La voix étranglée par les larmes. Un panneau à vendre? Maman? Un panneau? C'est comme ça que je l'apprends? Je rentre d'un voyage d'affaires? Et il y a un panneau dans notre jardin. Notre maison. Ce n'était jamais notre maison. Chloé. Ai-je dit. La voix calme et égale. Je gardais les yeux fixés sur l'horizon. C'était ma maison. Tu y vivais. C'est tout. Comment as-tu pu? A-t-elle murmuré. La voix se brisant. Comment as-tu pu me faire ça? À nous? Je me suis enfin tournée pour lui faire face. J'ai regardé directement dans ses yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas vu ma petite fille. J'ai vu une étrangère. Une femme qui avait été prête à me dépouiller de ma maison, de ma liberté et de ma dignité pour sa propre convenance. Comment j'ai pu faire ça? Ai-je répété sa question? La voix dangereusement douce. Parlons de ce que tu as fait. Chloé. Parlons de la douce quiétude. Parlons des formulaires de résidence à long terme. Parlons de la procuration que tu étais si impatiente que je signe. La couleur a quitté son visage. On aurait dit qu'elle venait d'être giflée. Sa bouche s'est ouverte. Mais aucun son n'en est sorti. Elle me fixait. Les yeux écarquillés de choc et de culpabilité. Tu ne me mettais pas juste en pause? N'est-ce pas? Ai-je continué? Les mots sortant comme des pierres froides et lisses. Tu me mettais à l'écart. Tu allais tout me prendre. Ma maison. Mon argent. Ma capacité à prendre mes propres décisions. Tu allais faire de moi une non-personne? Un problème que tu pouvais payer quelqu'un d'autre pour gérer. Tout ça pour que ta vie soit un peu plus simple. Elle s'est alors mise à pleurer? Non pas les larmes de colère et de frustration de ses SMS, mais de profonds sanglots de honte. Non. A-t-elle murmuré.
Ce n'était pas comme ça. Ne me mens pas. Chloé. Ai-je dit. Ma voix tranchant à travers ses sanglots. Plus maintenant. J'ai passé toute ma vie à accepter tes mensonges. Tes excuses. Tes demi-vérités. C'est fini. Tu ne m'as pas seulement abandonné. Tu m'as trahi. De la manière la plus cruelle possible. Elle s'est affaissée sur un banc voisin. La tête dans les mains. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Sanglota-t-elle. Adrien a dit. Il a dit que ce serait pour le mieux. Que tu serais plus en sécurité. Mieux soigné. En sécurité? J'ai laissé échapper un rire court et amer. Tu veux dire à l'écart. Tu veux dire invisible. Tu avais honte de moi. Chloé. Honte de ta mère simple qui ne cadrait pas avec ta nouvelle vie brillante avec ton petit ami qui a réussi. Alors tu as décidé de me jeter. Comme un vieux meuble. Elle a levé les yeux vers moi. Le visage couvert de larmes et de mascara. Je suis désolée. A-t-elle murmuré. Maman. Je suis tellement désolée. Je l'ai regardée. Cette fille que j'avais aimée plus que ma propre vie. Et j'ai ressenti une tristesse profonde et douloureuse. Mais ce n'était pas suffisant pour me faire revenir en arrière. Les excuses étaient arrivées trop tard. La blessure était trop profonde. Désolée ne suffit pas. Ai-je dit doucement. Ça ne peut pas effacer les mots. Ça ne peut pas annuler les formulaires que tu as remplis. Ça ne peut pas me rendre les années que j'ai passées à me faire petite pour que tu sois à l'aise. J'ai reculé d'un pas. La maison est en vente. C'est fait. Tu recevras une partie des bénéfices. Plus que tu ne le mérites. Mais assez pour trouver un nouvel endroit où vivre. Après ça, c'est fini entre nous. Fini. S'est-elle écriée, levant les yeux avec horreur. Qu'est-ce que tu veux dire par fini? Je veux dire. Ai-je dit. Les mots ayant un goût de sel et de liberté. Que je ne suis plus ta mère de la manière dont tu l'entendais. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Ta banque. Ta femme de ménage ou ta béquille émotionnelle. Je suis Hélène. Et Hélène commence une nouvelle vie. Sans toi. Je me suis retournée et je suis partie. La laissant sangloter sur le banc. Chaque pas que je faisais était lourd. Mais il était aussi plus léger. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché le long des planches. Vers le bruit des vagues. Vers le soleil couchant. Vers le reste de ma vie. La guerre était finie. Et j'avais gagné. Pas en la battant. Mais en me choisissant enfin. Moi. L'image de Chloé pleurant sur ce banc était gravée dans mon esprit. Une partie de moi. La partie mère tissée dans mon ADN même. Voulait faire demi-tour. L'entourer de mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais la nouvelle partie de moi. Celle qui s'appelait Hélène. A continué à marcher. Je savais que, bien, pour elle signifiait revenir à la situation antérieure. Cela signifiait que je me recroqueville dans ma petite chambre à côté de la buanderie. Ma voix réduite au silence. Ma présence tolérée. Et c'était un prix que je n'étais plus disposée à payer. J'ai marché jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon, peignant le ciel de traits de feu orange et violet. Je ne suis pas retournée à l'hôtel tout de suite. J'ai trouvé un coin tranquille sur le sable. Loin des touristes et des lumières joyeuses des planches. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai enfoui mes orteils dans le sable frais et humide. Et j'ai simplement respiré. L'air était salin. Pur. J'avais l'impression qu'il lavait les derniers vestiges de la confrontation. Les derniers vestiges de la vie que j'avais laissée derrière moi. Elle avait dit qu'elle était désolée. Je la croyais.
Je croyais qu'elle était désolée de s'être fait prendre. Je croyais qu'elle était désolée que sa vie confortable soit bouleversée. Mais était-elle désolée de l'acte lui-même? Du calcul froid qu'il a fallu pour rechercher des établissements? Remplir des formulaires et planifier ma mise au rebut tout en me souriant? Je ne le pensais pas. Son chagrin était né des conséquences. Non de la conscience. Et cela faisait toute la différence. Quand je suis finalement retournée à l'hôtel Le Héron Bleu, le hall était vide. Manon était à la réception, en train de ranger. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. Son expression douce d'inquiétude. Tout va bien. Hélène? A-t-elle demandé doucement. Oui. Ma chère. Ai-je dit en réussissant un petit sourire. Tout va enfin bien. Elle a hoché la tête, sans insister pour avoir des détails. Votre fille a laissé ça pour vous? Dit-elle en tendant une enveloppe scellée. Mon cœur s'est un peu serré. J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde. En papier épais et cher. Mon nom. Maman. Était écrit sur le devant de l'écriture élégante et bouclée de Chloé. Je l'ai emportée dans ma chambre et je l'ai posée sur la table de chevet. Je ne l'ai pas ouverte. Je savais qu'elle serait remplie de plus d'excuses. De plus de justifications. De plus de supplications. C'était un cheval de Troie. Conçu pour percer les murs que j'avais si soigneusement construits autour de moi. Je l'ai laissé là. Un témoignage silencieux d'une bataille qui avait déjà été décidée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un nouveau sentiment de détermination. La confrontation était terminée. Les liens avaient été coupés. Maintenant, il était temps de construire. J'ai passé la journée non pas aérée sans but, mais avec un plan. J'ai acheté un journal local et j'ai entouré les annonces d'appartements. Je cherchais quelque chose de petit. De simple. Juste pour moi. J'ai pris rendez-vous pour visiter un petit studio à quelques rues de la principale bande touristique. Il se trouvait au 3e étage d'un immeuble ancien mais bien entretenu, avec une grande fenêtre qui offrait un aperçu de l'océan. Il y avait du parquet, une cuisine minuscule mais fonctionnelle, et un placard assez grand pour ma maigre garde-robe. C'était parfait. La propriétaire, une femme au visage aimable nommée Madame Gable, m'a fait visiter. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit. Mais la lumière est bonne le matin. C'est tout ce qu'il me faut. Ai-je répondu? Et je le pensais. J'ai rempli la demande sur le champ, utilisant le produit de la vente de la maison qui avait été officiellement viré sur mon compte ce matin-là comme preuve de revenu. Le sentiment d'écrire mon propre nom. De sécuriser mon propre logement sans l'approbation ou l'aide de personne d'autre, était enivrant. Je le prends, ai-je dit à Madame Gable. Elle a souri en me tendant une copie du bail. Bienvenue dans le quartier, Hélène. Ce soir-là, j'ai finalement ouvert la lettre de Chloé. Je me suis assise dans le fauteuil en osier sur le balcon de mon hôtel, une tasse de camomille à la main. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages, remplies de son écriture. Maman. Commençait-elle. Je ne sais pas par où commencer. Je suis assise dans ma voiture depuis des heures, à réfléchir, à rejouer notre conversation, à rejouer ces dernières années. Tu avais raison. Surtout, j'avais honte. Pas de toi, mais de mes origines. Chaque fois que je te regardais, je voyais les difficultés, les sacrifices. Je voyais la vie à laquelle je voulais si désespérément échapper. Et quand Adrien est arrivé, avec son monde chic et sa famille parfaite, j'ai tellement voulu m'intégrer que j'étais prête à couper la partie de moi qui ne correspondait pas. J'étais prête à te couper.
Je sais que dire pardon n'a plus de sens maintenant. Je sais que j'ai brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. La pensée de toi dans cet endroit. Ce n'était pas censé être permanent. C'est ce que je me disais. Je me suis convaincue que c'était un centre de villégiature. Un spa pour seniors. Je me suis menti si efficacement que j'ai commencé à y croire. Mais quand tu as dit ces mots. Résidence à long terme. Procuration. Je les ai entendus pour ce qu'ils étaient. Je me suis vue pour ce que j'étais devenue. Et c'était laid. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. La maison. L'argent. Je comprends. Ce n'était jamais à moi au départ. J'étais une invitée qui a abusé de l'hospitalité et a commencé à traiter l'hôte comme une servante. Je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais je demande une chose. S'il te plaît. Ne disparais pas pour toujours. Laisse-moi. Un jour. Essayer de regagner le droit d'être ta fille. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Les mots étaient meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Il y avait une lueur de conscience de soi en eux. Une étincelle de remords sincère. Mais cela ne changeait rien. C'était une confession faite sur l'échafaud. Cela n'effaçait pas le crime. Ma nouvelle vie m'attendait. C'était une page blanche. Et pour la première fois, c'est moi qui tenais le stylo. J'ai passé les jours suivants à acheter de petites choses pour mon nouvel appartement. Un nouveau jeu de drap. Une nouvelle serviette moelleuse. Une petite théière jaune et joyeuse. Une seule, magnifique tasse en céramique. Chaque achat était un petit acte de rébellion. Une déclaration d'indépendance. Je construisais un nid. Non pas pour une famille, mais pour une âme. Pour mon âme. Le dernier jour à l'hôtel Le Héron Bleu, j'ai fait ma petite valise. J'ai laissé un mot de remerciement et un généreux pourboire pour Manon. Au moment de partir, elle m'a serré chaleureusement dans ses bras. Vous avez l'air différente, Hélène, a-t-elle dit. Plus heureuse. Je le suis, ai-je dit. Merci d'avoir été si gentille avec moi quand j'en avais le plus besoin. J'ai marché les quelques rues jusqu'à mon nouvel appartement, tirant ma petite valise derrière moi. J'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. Le soleil de l'après-midi entrait à flot par la grande fenêtre, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'appartement était vide, silencieux et entièrement à moi. Je me suis avancée au centre de la pièce et je suis restée là un long moment, respirant simplement l'odeur du vieux bois et de la peinture fraîche. Je l'avais fait. Je m'étais échappée. J'avais survécu. J'ai posé ma valise. Je l'ai ouverte et, pour la première fois avec une réelle intention, j'ai commencé à déballer. J'ai mis mes vêtements dans le placard. J'ai placé ma nouvelle théière sur le petit comptoir de la cuisine. J'ai posé ma seule tasse en céramique à côté. Ce n'était pas seulement des choses. C'était des encres. C'était la preuve que j'étais là pour rester. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit. Dans ma propre maison. Il n'y avait pas le bruit des vagues. Mais je pouvais encore sentir le rythme de l'océan dans mon cœur. Le rythme d'une marée qui avait tourné. De manière décisive et pour toujours. Je n'ai pas rêvé de Chloé. Je n'ai pas rêvé du passé. J'ai rêvé du matin. De la lumière du soleil qui remplirait ma chambre vide. De la page blanche qui attendait que j'écrive dessus. Et j'ai dormi profondément. Paisiblement. Sous un toit que j'avais gagné toute seule. On pense que la liberté est une grande chose. Un spectacle avec feux d'artifice et applaudissements. Mais ce n'est pas le cas. La vraie liberté, je le découvrais, est silencieuse. C'est choisir quoi prendre au petit déjeuner sans demander la permission.
C'est marcher dans la rue sans la peur de déranger quelqu'un. C'est entrer dans un magasin en sachant qu'on n'a pas à expliquer sa présence à qui que ce soit. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par un moineau qui chantait sur le rebord de ma fenêtre. C'était un petit oiseau gris au bec pointu et au chant répétitif et insistant. J'avais l'impression qu'il m'appelait à la vie. Et donc, j'y suis allée. J'ai mis une robe légère. J'ai attaché mes cheveux en un chignon lâche et je suis sortie dans mon nouveau quartier. Il n'y avait plus de sentiment d'urgence en moi. Pas de vide. Juste de la présence. Je suis allée chez un marchand de journaux et j'ai acheté un nouveau carnet. Un simple avec une couverture rigide. Et un stylo bleu. Du genre qui glisse facilement sur le papier. Je voulais noter les idées qui me venaient depuis que j'avais mis les pieds dans cette ville. Je me suis assise sur un banc de pierre dans un petit parc bien entretenu, face au soleil du matin. J'ai ouvert le carnet et sur la première page, j'ai écrit « Choses que je veux garder ». J'ai commencé une liste. Marcher le matin sans mon téléphone. Boire mon café seul. Lentement. Arrêter de trop me justifier. M'autoriser à rire en paix. Ne plus accepter les miettes affectives. Garder une distance avec tout ce qui me diminue. Recommencer à écrire. Oui. Recommencer à écrire. Car il fut un temps. Il y a longtemps. Avant la maternité. Avant la course. Avant les factures. Avant que le monde ne me pousse hors de moi-même. J'écrivais. J'écrivais des lettres. De courts poèmes. De petites histoires. Toujours en secret. Je suis rentrée à mon appartement avec ce désir fleurissant dans ma poitrine. En chemin, je suis passée devant un petit salon de coiffure sans prétention. Une simple pancarte dans la vitrine disait « Coupe, 30 €. Je suis entrée sur une impulsion. La femme à l'intérieur, dont le badge indiquait « Carla », m'a accueillie avec un sourire trop grand pour le petit espace. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « Une coupe ?» ai-je dit. « Juste une coupe. Pour enlever un peu de l'ancien poids. » Elle a compris. Elle m'a traité avec un respect doux, posant peu de questions mais me regardant dans les yeux quand elle le faisait. Et quand elle a eu fini, elle m'a tourné vers le miroir. « Regardez-moi ça », a-t-elle dit. Une nouvelle femme. J'ai regardé mon reflet et j'ai acquiescé. Non pas parce que mes cheveux étaient si différents, mais parce que pour la première fois, ce qui était à l'extérieur correspondait à ce qui naissait à l'intérieur. Je suis rentrée à mon appartement en me sentant plus légère, à la fois dans mon cœur et, littéralement, dans ma tête. J'ai dîné. Un plat de pâtes simple que je me suis préparé. Je me suis assise sur mon petit balcon. J'ai ouvert mon nouveau carnet et j'ai écrit une autre page. Aujourd'hui, j'ai été utile. Non pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que je le voulais. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour moi. Et personne ne s'est plaint. Aujourd'hui, j'ai existé à ma manière. Et j'ai été respectée en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé le téléphone. Même par curiosité. Il était éteint depuis des jours. Et la paix que cela me procurait était un luxe. Le monde extérieur pouvait s'effondrer. Mais à l'intérieur de moi, pour la première fois, il y avait de l'espace. De l'espace pour moi. Pour ma routine. Pour ma nouvelle façon de vivre. Et dormir avec cette certitude était le plus grand confort de ma vie. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme doux. Je passais mes matinées à écrire dans mon carnet. Mes après-midi à la bibliothèque. J'avais demandé à la bibliothécaire en chef, une femme aimable nommée Cécilia, s'ils avaient besoin de bénévoles.
Elle s'était illuminée. Toujours, avait-elle dit. Nous avons besoin de gens pour organiser les livres. Pour lire à voix haute aux personnes âgées. Même juste pour aider à ranger. Je suis donc devenue bénévole. J'ai trouvé une joie tranquille dans les tâches simples. L'odeur des vieux livres. Le bruissement des pages. La compagnie silencieuse des autres lecteurs. C'était un but que j'avais choisi. Une utilité que j'avais définie pour moi-même. Je ne servais pas par obligation. Je contribuais par désir. Un après-midi. Cécilia s'est approchée de moi alors que je rangeais des livres. Hélène, dit-elle. La voix douce. Je suis désolée de m'immiscer. Mais quelqu'un appelle ici depuis 2 jours. On demande si vous fréquentez cet endroit. Mon cœur a fait un petit bond. Mais ce n'a duré qu'1 seconde. On a dit que c'était votre fille. Chloé. Ajouta Cécilia. Observant attentivement mon visage. Vous n'êtes pas obligé de lui parler. Je peux dire que vous n'êtes pas là. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à Chloé. À sa recherche désespérée. À sa traque finale jusqu'à ce petit coin tranquille du monde. Sa persévérance était impressionnante. Je devais l'admettre. Mais c'était la persévérance de quelqu'un qui essaie de résoudre un problème. Pas de quelqu'un qui essaie de guérir une relation. Dites-lui. Ai-je dit à Cécilia. La voix ferme. Que je vais bien. Et dites-lui que dorénavant. Je ne rencontre en personne que les gens qui me traitent avec respect. Cécilia a souri. Un sourire complice et de soutien. Je n'y manquerai pas. Cette interaction a confirmé ce que je ressentais déjà. L'absence parle. Et parfois, elle parle plus fort qu'un cri. Pendant si longtemps, Chloé avait vu mes éclats de frustration comme des tempêtes passagères, des inconvénients temporaires. Mais quand le silence dure, il commence à faire mal. Il force l'autre personne à s'écouter. Et Chloé, peut-être pour la première fois, était forcée d'écouter. Cette nuit-là, par une curiosité morbide, j'ai décidé de rallumer le téléphone. Je voulais juste voir. Je l'ai branché. J'ai attendu qu'il se charge et démarre. Un déluge de notifications a inondé l'écran. SMS. Messages vocaux. Appels manqués. Certains provenaient d'un numéro que j'ai reconnu comme étant celui d'Adrien. Je les ai supprimés sans réfléchir. J'ai parcouru la liste de Chloé et, par pure curiosité, j'ai écouté le message vocal le plus récent. Sa voix tremblait. Maman. Je suis inquiète. Tu as disparu. La banque dit que tu as tout bloqué. Et je ne sais même pas par où commencer pour arranger ça. S'il te plaît. Appelle-moi. J'ai compris. D'accord? Je sais que j'ai tout gâché. Mais pour l'amour de Dieu, ne me laisse pas dans le noir comme ça. Dis-moi où tu es. Dis-moi si tu es en vie. Dis-moi que tu ne me détestes pas. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai supprimé l'audio. La haine. Ce n'a jamais été de la haine. Mais ce qu'elle m'avait donné n'était pas de l'amour non plus. C'était de la commodité. Une présence utile. Une affection mesurée. Et ça vous rend malade d'une autre manière. J'aurais pu répondre. J'aurais pu soulager sa souffrance d'une seule ligne. D'une courte phrase. Je vais bien. Mais pourquoi était-ce mon travail de soulager la personne qui m'avait blessé puis était passée à autre chose comme si j'étais jetable? Au lieu de répondre, je suis allée me promener sur la plage. C'était un vendredi soir. Les planches étaient bondées. Mais j'ai trouvé un coin tranquille au bord du sable. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai enfoncé mes pieds dans le sable frais. L'océan est venu,
A touché mes pieds. Et s'est retiré. Comme la vie. Comme les affections. Comme les gens. J'ai ressenti une envie soudaine de danser. Pas avec mon corps, mais avec mon âme. Ce sentiment de légèreté qui ne vient que lorsque vous comprenez enfin que vous n'avez plus rien à prouver. Et à ce moment précis, une femme s'est assise à côté de moi. C'était Odette. La même femme à qui j'avais parlé des semaines auparavant. J'avais le pressentiment que je vous reverrais ici. Dit-elle. La voix calme. Et j'avais le pressentiment que je ne voudrais plus rentrer à la maison. Ai-je répondu? Sans quitter la mer des yeux. Elle a souri. Alors? Vous l'avez découvert? Découvert quoi? Que parfois, il faut disparaître pour se trouver. Et ensuite, on ne revient pas. Du moins, pas au même endroit. Et pas dans le même rôle. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Un silence confortable et compréhensif. Avant de se lever pour partir, elle m'a touché l'épaule. Quand quelqu'un vous cherche avec désespoir? A-t-elle dit. C'est parce qu'il a réalisé qu'il a perdu quelque chose. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'il mérite de le retrouver. Je suis rentrée à mon appartement avec cette phrase dansant dans ma tête. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une autre page. Elle me cherche. Mais pas pour moi. Elle cherche ce que je résolvais. Ce que je payais. Ce que je taisais. Mais maintenant, je ne suis qu'Hélène. Et cette version de moi, ma fille, n'est plus à vendre. J'ai fermé le carnet. J'ai laissé le téléphone éteint à nouveau. Et je me suis endormie au son lointain de l'océan. Ce n'était plus de la douleur. C'était un adieu. Un adieu à une vie qui ne me servait plus. Et à une femme qui savait maintenant exactement ce qu'elle méritait. L'appel téléphonique qui a tout changé pour la deuxième fois n'est pas venu sur mon portable. Mais sur la ligne fixe de mon nouvel appartement. Je l'avais fait installer pour les urgences. Un mince filin avec le monde que je tenais principalement à distance. C'était l'agent immobilier de Paris. Hélène? Dit-il. La voix vive. C'est fait. La vente est conclue. L'acte est enregistré. Les fonds ont été virés sur votre compte. Et elle? L'autre affaire? Ai-je demandé? Mon cœur battant à un rythme lent et lourd. Également réglé. Conformément à vos instructions. Un chèque de banque correspondant à 25% du produit net a été envoyé à mademoiselle Chloé Leroy à l'adresse qu'elle a fournie. C'est un arrangement généreux. Hélène. Plus que ce que vous étiez légalement tenu de fournir. Je sais. Ai-je dit. Il ne s'agissait pas de générosité. Il s'agissait de finalité. C'était une indemnité de départ. Une coupe nette. Ne laissant aucune raison pour qu'elle puisse un jour prétendre que je l'avais laissée sans rien. Merci pour votre aide. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis dirigée vers ma petite table de cuisine et je me suis assise. Les mains posées sur le bois lisse. C'était fini. Le dernier lien avec mon ancienne vie. La maison avait été officiellement coupée. Je me suis connectée à mon compte bancaire sur mon ordinateur portable. Le chiffre qui me regardait était plus grand que tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas une fortune. Mais c'était assez. Assez pour le loyer. Pour les factures. Pour une vie de confort simple. Assez pour être libre. Je ne me sentais pas puissante. Je ressentais un profond soulagement. Jusqu'au plus profond de mes os. Cet argent n'était pas seulement une devise. Il était symbolique. C'était la preuve que je pouvais recommencer ma vie sans jamais avoir à demander la permission à nouveau. J'ai réfléchi à ce que je devais faire ensuite. Pendant un instant,
L'ancienne moi, la mère, a pensé à appeler Chloé, à s'assurer qu'elle avait reçu le chèque, à lui offrir des conseils pour trouver un nouvel endroit. Mais Hélène l'a arrêtée. Hélène savait que son travail était terminé. Chloé était une femme adulte. Il était temps pour elle d'apprendre à se tenir sur ses propres jambes. Sans moi comme fondation. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Le cachet de la poste était de Paris. L'enveloppe était simple. Une enveloppe commerciale standard. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Ce n'était pas de Chloé. C'était une carte de remerciement formelle. Du genre qu'on achète par paquet de 10. À l'intérieur, d'une écriture soignée et inconnue, il était écrit: Chère Madame Leroy, merci pour cela. Je sais que vous n'étiez pas obligée. Je l'utiliserai pour trouver mon propre chemin. J'espère qu'un jour, vous me laisserez vous dire que j'y suis parvenue. Cordialement, Chloé. Cordialement, Chloé. Pas, avec amour, Chloé. Pas même, ta fille. C'était la signature d'une étrangère, d'une associée. Et dans cette formalité, j'ai trouvé une étrange sorte de paix. Elle avait compris. L'ancienne relation était terminée. Si quelque chose de nouveau devait être construit, il faudrait partir de zéro. De cette nouvelle distance respectueuse. Avec cette dernière touche de clôture, j'ai senti le dernier poids se soulever de mes épaules. Ma vie à Deauville a commencé à prendre une forme belle et tranquille. J'ai continué mon bénévolat à la bibliothèque. Mes après-midi passés en compagnie paisible des livres et des histoires. J'ai commencé à écrire davantage, remplissant mon carnet d'observations, de souvenirs et de petits contes de fiction. J'ai découvert que j'avais une voix. Une façon avec les mots que j'avais longtemps oubliés. Un jour, Cécilia, la bibliothécaire, a lu une de mes nouvelles. Hélène, a-t-elle dit, les yeux écarquillés de surprise. C'est merveilleux. C'est émouvant et réel. Avez-vous déjà pensé à rejoindre un groupe d'écriture? L'idée m'a terrifiée et ravie. La semaine suivante, je me suis retrouvée dans un cercle d'inconnus au centre communautaire local. Les mains tremblantes en lisant mon histoire à voix haute. Quand j'ai fini, la pièce est restée silencieuse un instant. Puis, un homme plus âgé aux yeux bienveillants a dit, c'était magnifique. J'ai eu l'impression que vous racontiez mon histoire. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma douleur, mon parcours. Ce n'était pas seulement le mien. C'était l'histoire de tant d'autres qui s'étaient sentis invisibles. Qui avaient été réduits au silence. Qui avaient oublié leur propre nom. Ma voix. Il s'est avéré. Pouvait être une voix pour eux aussi. Je suis rentrée chez moi ce soir.